Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO. Très heureuse de vous retrouver pour cette émission consacrée au temps qui s'inscrit dans une série d'émissions en lien avec l'ouvrage publié sous la direction de Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, et du Père Philippe Capelle-Dumont. Temps des hommes, temps de Dieu pour une pastorale du temps. Ce livre est publié aux éditions Parole et Silence. Cette réflexion a été menée avec le concours de la Conférence des évêques de France et de l'archevêché de Strasbourg. Il aboutira à un symposium en juin prochain. Mais aujourd'hui, c'est au temps de la création que nous allons consacrer cette table ronde. Création de Dieu, création de l'homme. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir en visioconférence Dominique Lambert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie, enseignant à l'Université de Namur en Belgique, où vous vous trouvez en ce moment même. Vous êtes membre de l'Académie catholique de France. Et à mes côtés, Thierry Esquèche, bonjour. Bonjour. Vous êtes musicien, organiste et compositeur, membre de l'Académie des Beaux-Arts. Vous enseignez également l'orgue, l'improvisation. Enfin ça, vous nous direz tout cela durant l'émission. Alors, quand on évoque la question du temps et de la création, on pense bien sûr à la création du cosmos, à ce qui préexistait à l'homme, à l'apparition des êtres vivants, puis à l'apparition des êtres humains, mais on pense aussi à la création comme œuvre de l'homme, à ce qui naît de son action, la création de la part de Dieu, la création de la part de l'homme. Cette double articulation fait toute l'originalité du judéo-christianisme. Alors, comment concevoir ce qu'est cette activité humaine qui permet une perspective théologique? Peut-être on peut commencer par la musique, Thierry Esquèche. On dit que l'esthétique musicale participe à la compréhension de ce monde, que la musique élève l'âme. Vous êtes d'accord avec cette conception de la musique comme co-création? Oui, je pense que la musique est censée effectivement élever l'âme. Il faut juste savoir que la musique, comme beaucoup d'art, c'est quelque chose à la base naturel. Le son, quand vous émettez un son, il y a des harmoniques naturelles, vous reproduisez quelque chose. Donc la musique, ça a été, beaucoup de philosophes l'ont décrite comme quelque chose qui prolonge la nature déjà. Donc on est au sein de la nature avec la musique. Le son est à la base. Et puis après, on organise le son. On organise le son la plupart du temps. Je travaille récemment sur les civilisations amérindiennes. Depuis le lustre des temps, on travaille de la musique qui accompagne tout le rituel sur 9 jours, 9 nuits quelquefois, sur certains offices. Donc la musique fait partie du corps, elle met en mouvement le corps, elle met en mouvement les sens. Je pense que l'acte créatif d'accompagner, on va dire, le rituel humain, la musique l'accompagne depuis, et d'autres arts visuels aussi, l'accompagne depuis les tout débuts des temps. Ce qui est étonnant, en fait, quand on y réfléchit, c'est que Dieu n'a pas créé le monde fini, Dominique Lambert. Il a laissé une part à l'homme de créativité, il l'a fait co-créateur. Oui, c'est quelque chose de très riche. Et il faut rappeler que la création, c'est finalement une relation par laquelle Dieu fait être toutes les réalités. Donc il ne s'agit pas seulement d'impulsion ou de quelque chose qui se passe à un instant, mais c'est vraiment une relation qui fait être, et c'est une relation qui donne de l'autonomie et qui laisse de l'espace pour que de fait, au niveau par exemple de l'être humain, des choses puissent être faites librement. Et c'est ça la beauté de la création. C'est une relation par laquelle Dieu fait être le monde, donne à l'homme d'exister et en même temps lui donne cet espace dans lequel il peut réaliser quelque chose par lui-même. Et on parle de l'art, mais on parle aussi de technologie ou de science, par exemple. On va y venir à la technologie, mais d'abord, parlons de cette co-création. Elle est la poursuite de la création telle que l'a voulu Dieu, mais à des conditions, à quelques conditions quand même. On ne peut pas co-créer dans la droite ligne de Dieu de n'importe quelle façon, Thierry Esquèche. Non, mais on co-crée d'une certaine manière et on se met à la recherche de Dieu d'une certaine manière. Je crois que c'est surtout ça, en fait, parce que l'art, globalement, pendant très longtemps, et je pense que depuis toujours, et ça restera toujours comme ça, l'art, effectivement, on prend son autonomie, on a besoin de créer, et je pense que le geste, en tant que professeur, on passe notre temps à surtout enseigner la créativité. Un élève nous demande comment je peux être créatif, comment je peux faire créer ces harmonies, ces rythmes, comment je peux, même quand ils sont interprètes, qu'est-ce que je peux rajouter de moi? Donc, en fait, l'acte créatif, c'est la demande de toute personne qui veut apprendre, notamment un art, par exemple. Ils veulent être créatifs.
Et puis après, quand on est créatif, c'est sûr que quand on compose, quand on peint, je pense qu'on va effectivement rechercher la transcendance. Alors on peut l'habiller de toutes les façons possibles, en fonction de ses convictions et autres. Mais c'est ça, on va faire ce qu'on appelle des grandes œuvres, éventuellement des grandes œuvres sacrées. Et qu'est-ce qui va être une œuvre sacrée ? C'est pas forcément, ça va pas forcément parce que ça va s'appeler Kyrie, ça va s'appeler Gloria, je ne sais pas. Non, ça va être d'une certaine manière, elle va symboliser par l'épaisseur du propos qu'on va lui donner, elle va symboliser effectivement cette recherche de transcendance. Et c'est ça qui fera que des symphonies de Mahler, d'une certaine manière, peuvent être perçues comme des gestes presque sacrées, à recherche de la transcendance, alors qu'elles ont des titres de symphonie, enfin elles ne sont pas un titre particulièrement sacré. Et c'est ça qui est important, c'est la recherche, on va créer une forme, et la puissance de cette forme, la densité de cette forme, les éléments qu'on va mettre dedans, ça va être à la recherche d'une transcendance. Dominique Lambert, est-ce que vous avez quelques pistes à nous donner pour éviter de co-créer de bonne manière, si je puis dire ? Et je pourrais dire qu'en reprenant cette idée de la transcendance, c'est que la création est quelque chose qui toujours ouvre un horizon. La créativité disparaît lorsqu'on reproduit toujours le même et on s'enferme dans une sphère autosuffisante. C'est pour ça que d'une certaine manière, la vraie création est effectivement la recherche ultime de Dieu. Celui qui ouvre toujours nos cercles, qui brise toutes nos cohérences et qui nous ouvre à nous dépasser. Et c'est peut-être ça l'idée intéressante dans toute véritable création, qu'elle soit artistique, scientifique ou technologique. À partir du moment où l'homme crée un monde dans lequel il s'enferme, dans lequel tout est prédit, prévu, tout n'est que projection de certaines idées toutes faites, alors on a ce que Bergson appelait les sociétés closes, les mondes qui se referment sur eux-mêmes et dans le fond se ferment à la transcendance et dans le fond se ferment du fait même à la véritable création. La création demande cette ouverture et dans le fond Dieu est celui qui vient briser la clôture de nos suffisances pour nous ouvrir toujours à quelque chose de plus. Alors, si on pense à la création sans Dieu, on crée un homme divinisé. Et c'est un des travers de cette époque moderne, Dominique Lambert. C'est un peu le piège de cette époque, notamment avec les idéologies transhumanistes. C'est aussi un peu cela, le mythe de l'intelligence artificielle, dont vous avez travaillé sur la question des algorithmes, notamment. Quel est le danger de cette intelligence artificielle ? Ce que je voudrais dire au départ, c'est que l'intelligence artificielle et toutes les nouvelles technologies sont des outils prodigieux s'ils sont utilisés au service de l'humain et peut-être même au service de la créativité. Mais ils deviennent dangereux et deviennent des sortes d'idoles si on les prend simplement en les prenant comme des absolus. Vous voyez, donc les créations technologiques, l'intelligence artificielle, la robotique sont intéressantes et tout à fait indispensables, mais dans la mesure où elles servent la dignité de la personne et dans la mesure où elles n'enferment pas l'homme dans ses propres créations. Or, de temps à autre, une sorte de technolatrie ferait qu'on prendrait la technologie comme un dieu. J'aime bien le terme de technolatrie. Moi, je suis un défenseur de la technologie, mais je m'oppose à cette espèce de nouvelle forme d'idolâtrie quand on prend, si vous voulez, la technologie comme un absolu. La technologie doit être au service justement de notre recherche de la transcendance, c'est-à-dire que la technologie ne peut pas, selon moi, se refermer sur elle-même et donc il faut toujours le geste, on pourrait dire, de l'humain qui bouscule la technologie, qui l'ouvre pour produire quelque chose que la technologie n'avait pas encore fait et que seule la liberté humaine peut produire. Alors, dans l'ouvrage auquel vous avez participé, auquel je faisais référence en début d'émission, vous parlez de cette question des algorithmes et vous dites notamment une finance fondée uniquement sur des transactions à haute fréquence fait perdre le sens de l'économie véritable. Et là, on est au cœur de cette question de la création qui est celle du sens. Oui, je pense que l'accélération du temps liées aux nouvelles technologies. Donc on va de plus en plus vite, on fait des transactions à très haute fréquence, etc. Mais le résultat, c'est qu'on dépasse
toutes les échelles humaines. Et donc, d'une certaine manière, 1 million de transactions boursières à la seconde, ça n'a dans le fond plus de sens profond au niveau économique. Donc, on a d'une certaine manière accéléré ce temps, mais on a perdu la durée profondément humaine. Or, dans le fond, retrouver le rythme de l'homme, ou retrouver ces moments où l'homme peut vivre à son rythme, ça c'est extrêmement important. Donc, en fait, peut-être qu'il y a dans les nouvelles... Il ne faudrait pas éliminer les nouvelles technologies, il faut les utiliser, et il y a beaucoup de tâches qu'on ne pourrait pas faire sans elles, mais il faut maintenir l'humain au cœur des technologies, et certainement empêcher que l'humain soit expulsé de tous les processus, parce qu'ils vont beaucoup trop vite, et donc l'humain ne pourrait plus investir de sens un certain nombre d'actions. Et c'est ça peut-être le risque. Alors, on parlera de la vertu de la lenteur. J'aime beaucoup cette notion-là. Mais j'aimerais parler de ces machines qui créent. Là, je m'adresse aux compositeurs que vous êtes. Il existe des algorithmes qui produisent des œuvres non seulement musicales, mais aussi picturales. Quel est votre avis dessus? Est-ce que vous voyez ça avec beaucoup d'angoisse? Ou est-ce que vous vous dites qu'il y a toujours quelque chose que la machine ne fera pas par rapport à l'homme? Monsieur Lambert disait à l'instant, parlait de gestes créatifs. Effectivement, une machine, les technologies n'auront jamais de gestes. Ça, c'est sûr. C'est nous qui avons le geste. Et effectivement, on programme des machines en peinture, en musique. On peut programmer des choses qui vont faire des enchaînements d'accords, des enchaînements de rythmes. On peut toujours programmer des choses. Sauf qu'il y a un moment où il va falloir faire des choix sensibles. Pourquoi je mets telle harmonie après telle autre? Pourquoi il y a cette espèce de... Quand le père Capelle-Dumont, Philippe Capelle-Dumont, le rappelle très bien dans le texte qu'il a fait, il parle notamment il cite Gide, qui citait Chopin avec cette craintive émotion qui naît, et on ne sait pas trop où on va dans l'improvisation. Mais ça, cette craintive émotion qui a peur des nouveautés, et évidemment, c'est le geste humain. Et cette craintive émotion, cette émotion d'un son, cette émotion d'une odeur, de quelque chose qui jaillit de l'instant, c'est l'humain qui va dicter effectivement à la machine ce qu'elle ne pourra pas faire. Donc on peut aller très loin. Nous, notamment, quand on compose musicalement, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, on s'aide de machines. C'est d'un synthétiseur pour créer des sons inouïs qu'on n'a jamais entendus, parce qu'on peut aller plus loin que le piano, plus grave, plus aigu, on peut trouver d'autres couleurs qui n'existent pas. Donc on va calculer, on va filtrer des sons, on va faire des tas de choses complexes. Mais après, tout ça, c'est pour revenir à l'humain, et c'est le compositeur, le créateur, le peintre qui va imaginer, qui va mettre en ordre ces notions, et qui va effectivement permettre qu'elles aboutissent à un but, voilà, qui peut être effectivement transcendantal ou autre. Voilà, je pense que c'est là, il faut remettre effectivement l'humain au centre, et la technologie, effectivement, elle nous aide, mais elle a des limites. Elle n'a pas... C'est l'émotion, c'est l'intuition qui fait la différence. Comment est-ce que vous... ce petit plus, oui. Oui, mais ce petit plus, c'est le jaillissement. Et Gide, d'ailleurs, le dit très bien. C'est cette nouveauté, Gide dit nouveauté jaillissante. Et moi, j'aime beaucoup les phrases du déjaillissement. Vous savez, quand vous improvisez, comme je suis souvent au clavier de Saint-Étienne-du-Mont. Belle église parisienne dans le 5e, je précise pour nos téléspectateurs. Voilà, une magnifique église. Et avec Vincent Varnier, on a accompagné la messe depuis très très longtemps maintenant, depuis 20 ans, plus de 20 ans. Et vous savez, quand vous faites un offertoire, vous devez le calibrer, donc ça c'est la forme, il devait peut-être faire 3 minutes parce que le père aura terminé. Mais il va se passer des choses, il y a peut-être une odeur d'encens. Et cette odeur d'encens qui va être dans l'encensement, elle va vous faire dévier, elle va vous mettre dans un état qui va faire dévier l'harmonie. Comment voulez-vous qu'un algorithme sente l'odeur d'encens qui va survenir à ce moment-là? Donc voilà, ça peut être aussi une émotion intérieure, plus une parole ou autre. Et je pense que c'est ça, c'est là que l'humain restera. Et ça, je pense qu'il restera toujours. Sinon, vous pouvez faire de la musique uniquement sur ordinateur avec des boucles de son. Mais dans ce cas, c'est de la dance. Oui. Moi, j'ai des amis qui font ça. Ils le reconnaissent très bien. Ce sont des élèves qui font ça. Mais voilà, ils mettent des boucles. Ils savent que c'est une musique qui n'a pas de sens, pas de direction. Elle est juste décorative. Elle est pour ça. Et ça, effectivement, je pense que des machines peuvent globalement, si vous les programmez bien, peuvent vous faire quelque chose de très bien. Mais pas, on va dire, le vrai art, la vraie peinture, la vraie pulsion créative. Elle ira au-delà. Alors cette pulsion créative, cette créativité, elle prend du temps. Elle peut même être... elle-même un temps, alors là, je me tourne vers le musicien, hein. La musique est un temps en elle-même, elle est nécessairement temporelle, cette musique. En fait, c'est tout le problème, mais c'est le problème, c'est tout l'intérêt d'enseigner, d'ailleurs ça, d'enseigner la composition, parce que
Vous pouvez enseigner l'oreille. Vous savez, on forme l'oreille interne des étudiants. On leur apprend à entendre des harmonies. On leur apprend à gérer des... Ça, c'est simple, d'une certaine manière. Quand la personne a de l'oreille, très bien, c'est le métier. Et puis, il y a un moment, il va falloir qu'on lui dise « compose une pièce ». Et cette pièce, elle va durer peut-être 10 minutes, 20 minutes. Elle va être censée symboliser des passions humaines, symboliser l'éternité, symboliser, je sais pas, le programme. Et ça va se passer dans un temps défini. Il va falloir organiser le temps, puisque la pièce, c'est un espace de temps, d'une certaine manière, qui va durer, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une journée, s'il le fallait. Et il va falloir organiser. Et la musique, c'est principalement, mais déjà, Saint-Augustin lui dit très bien, il parle de, c'est l'art de bien moduler, mais c'est en même temps, il fait énormément de pages sur le rythme, les rythmes, et donc le rythme, c'est moduler, c'est la scansion du temps. La scansion du son et l'architecture du temps. Nous, on va laisser une architecture, mais une architecture temporelle. Moi, je pense qu'un des arts qui est le plus proche de la musique, enfin, je me réfère beaucoup, c'est l'architecture. Vous voyez un monument, vous le voyez. Eh bien, votre œuvre, moi, je la vois, et je pense qu'un élève doit la voir aussi comme une architecture. Voilà, se met une architecture de temps. Et à l'intérieur, il va falloir apprendre tel élément. Il va falloir lui donner le temps de monter, de descendre. Il va y avoir des courbes, il va y avoir des pulsions, il va y avoir des choses qui vont être des diminuendo, des crescendo, des surprises. Et ça, c'est le gros problème enseigné. Parce que ça nécessite ce sentiment du temps, cette épaisseur de la durée. Et là, c'est vraiment ce qu'il faut, il faut faire sentir. On peut l'expliquer, mais il faut aussi le faire sentir. Ce qui est assez exceptionnel dans la musique et dans la création musicale notamment, c'est qu'en fait, elle marie l'art mathématique, scientifique, quasiment. Vous parlez de division du temps, de construction quasi architecturale, et puis cette humanité, cette perception du monde qui est sensorielle, philosophique. C'est un art très complet que l'art musical. Oui, il y a des philosophes comme Benedetto Croce ou même Alain qui parlent souvent de la musique. Quand on prend un objet musical, on prend les sentiments, on prend les passions, on met souvent les passions, voilà, c'est l'âme humaine qu'on décrit d'une certaine manière. Et ces passions, on les objective. Et on les met, d'une certaine manière, je prends vraiment ce côté géographique quand j'en parle, on les met dans cette forme, dans cet espace de temps, cette symphonie, ce mouvement de sonate. On les objective, on les met, et on les regarde presque, disait Alain, comme des éléments du passé. Et ce qui fait qu'on les regarde avec une certaine, il appelait ça une mélancolie de la musique, parce qu'on les regarde d'une certaine aimant. Effectivement, donc vos souffrances, vos malheurs, vos joies éventuellement, enfin tout ce que les passions, vous les mettez dans cet espace-temps. Et il y a quelque chose effectivement du regard du passé, et donc d'une certaine manière d'un certain recul. Ce qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec le professeur Lambert, l'art demande, effectivement la musique aussi, mais beaucoup d'art, demande un certain recul, puisque donc on les regarde un peu de loin, d'une certaine manière, ces passions. C'est une vertu qu'on peut attribuer à l'art. Dominique Lambert, il n'y a pas que la musique qui a cette temporalité propre. Vous citez Bergson dans votre chapitre du livre que je citais. Les phénomènes naturels ont leur temporalité propre, dites-vous. Oui, tout à fait. Donc il faut, et c'est quelque chose d'intéressant de voir comment dans l'évolution des phénomènes naturels eux-mêmes, qu'il y a quelque chose d'un peu similaire à ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des régularités, par exemple physico-chimiques, etc. Mais on a aussi des choses qui sont aussi physico-chimiques, mais qui sont de l'ordre de la fluctuation, de la bifurcation, qui font qu'à tout moment, l'évolution peut se passer avec des événements nouveaux. Donc il y a une sorte dans la nature elle-même, il y a quelque chose qui annonce déjà ce rapport à l'événement, à l'événement singulier, à la bifurcation, et c'est quelque chose sur lequel on devrait réfléchir, c'est-à-dire que l'évolution qui nous a constitués est une évolution qui a pris du temps, 3,8 milliards d'années, il a fallu du temps. Or, laisser à la nature le temps de constituer des systèmes, etc., devrait nous interroger à un moment où on voudrait s'extraire totalement des processus naturels et, dans le fond, de créer notre propre temps accéléré sans peut-être nous rendre compte qu'il y a une sagesse à voir se constituer doucement l'histoire. Il y a une sagesse à prendre son temps. Oui, voilà. Et je pense que ça, c'est très, très important. On pourrait avoir tendance aujourd'hui à vivre dans une temporalité de plus en plus rapide et décalée par rapport au rythme
de l'humain. Or, il pourrait y avoir une certaine sagesse à, de temps à autre, disons, se déconnecter pour revivre à son rythme. Donc, vous avez peut-être fait l'expérience d'être toujours sollicité par les nouveaux moyens de communication, etc. Et à un certain moment de dire, bon, maintenant je coupe, je me déconnecte et je reprends le temps de vivre et de réfléchir. Et par rapport à ce qu'on a dit de la créativité ou de la création musicale, par exemple, moi je vois bien avec mes étudiants, de temps en temps, en sciences ou en philosophie, il faut leur dire, eh bien maintenant, arrêtez d'être connectés tout le temps à votre ordinateur, à vos smartphones, coupez cela et prenez le temps de réfléchir. Une des conditions de la créativité, c'est retrouver cette temporalité proprement humaine. Alors justement, vous faites une transition magnifique, professeur. Créer prend du temps. Et là, je me tourne à nouveau vers Thierry Esquèche. La musique, elle est temps, elle est temporalité, elle est répétition. Alors non seulement des sons, mais aussi répétition, comme un musicien répète à l'envie pour pouvoir produire le son et l'enchaînement de sons qu'il espère. Oui, ça c'est l'interprète. L'interprète, effectivement, il va se mettre dans une situation, et ça nous ramène au but final. Je veux dire, un interprète vraiment chevronné va passer 10 heures par jour sur telle étude de Chopin, je ne sais quelle pièce, jusqu'à ce qu'il arrive à rentrer dans le... Et de transcrire exactement le plus fidèlement possible ce que voulait dire Chopin éventuellement, ce que voulait dire. Et ça, c'est pas facile. Hein. On a des limites techniques tous, donc il faut passer outre. Et c'est la puissance du travail qui va le faire. Et puis il y a la répétition musicale, tout simplement parce que quand vous faites une pièce, de musique ou n'importe quel art aussi, il va falloir qu'on agisse, puisque c'est dans le temps que ça se passe, sur la mémoire de la personne. Donc, il faut répéter des thèmes. Et toute l'histoire de la musique, ça va être une organisation, d'une certaine manière, de cette répétition. Alors, il y a des formes du passé qui s'appellent formes sonates, où on met un thème, on met un deuxième thème, et qui on finit. Mais c'était comment avoir une idée, la transformer et la remettre. Et on doit faire en sorte que ce soit perceptible par l'auditeur. Parce que l'éditeur, lui, il ne veut pas juste des sons. Il veut avoir une cohérence. Et parce que la musique, au bout du compte, et à l'instant, le professeur Lambert disait bien, à la base, c'est un processus qui imite d'ailleurs des processus naturels. Je veux dire, c'est un processus de développement d'âme. Vous savez, souvent, quand on compose, on fait de la prolifération d'une certaine manière, mais au bout du compte, c'est comme quand vous regardez un arbre par rapport au tronc et la façon dont ça se fait. Et donc, je pense que l'art, d'une certaine manière, effectivement, il est plongé, il essaie aussi de transcrire ces évolutions qui sont vraiment intrinsèques à l'être humain, à la nature, tout simplement. Mais après, on l'organise. Et donc, on fait des choses qui reviennent. Je me suis souvent demandé aussi, et certainement vous aussi, pourquoi il y a des œuvres qui sont restées dans l'histoire de la musique comme des chefs-d'œuvre. Prenez le Boléro de Ravel. Alors, tout le monde peut siffler le Boléro de Ravel. Pourquoi c'est devenu un truc ? Il y a certaines œuvres comme ça. La Grande Passacaille de Bach aussi, dont on se dira c'est le chef-d'œuvre. Souvent des choses qui sont basées sur la répétition. La répétition de quelque chose, mais répétition et transformation. C'est-à-dire que la répétition toute bête, ce que j'ai tout à l'heure, une boucle faite par ordinateur, non, ça ne restera pas. Ce qui va être, c'est la répétition, c'est-à-dire quelque chose qui est ancré en vous, dont vous ancrez dans votre mémoire, et puis vous le transformez, vous le transfigurez, vous faites une transsubstantation progressive du matériau. Et ça, je pense que l'art essaie d'imiter effectivement un processus naturel, il répète quelque chose, et il le transforme au fur et à mesure où il le répète. Vous avez utilisé transsubstantiation, ce terme profondément divin. Voilà, la création, encore marquée par cette notion de divinité. Dominique Lambert, vous vouliez peut-être réagir à cette notion de répétition. Oui. Donc, cela rejoint quelque chose qui pourrait être intéressant aujourd'hui pour penser justement les algorithmes. Donc, dans le fond, les algorithmes travaillent toujours sur des règles. Mais ce qui fait l'algorithme nouveau, etc., c'est d'avoir transgressé ou dépassé les règles de construction des anciens algorithmes. Et d'une certaine manière, il faut un être humain pour transgresser les règles de l'humain pour faire du nouveau. Il y a quelque chose de très intéressant dans le fait qu'on ne parviendra jamais à se passer de l'humain qui transgresse ses propres règles pour proposer des règles nouvelles.
Alors vous évoquiez aussi, professeur Lambert, dans votre partie, votre chapitre, cette technologie qui a sa durée propre, sa rapidité propre et qui rend l'homme presque lent et maladroit. Est-ce que c'est une réalité ? Est-ce qu'on est laissé de côté par la technologie ? Alors, dans toute une série de domaines, notre société complexe nécessite une gestion ultra rapide des processus. Si on pense à la régulation du trafic aérien, la régulation de toute une série d'attributions de ressources, de biens, etc., à la gestion des informations pour notre sécurité, etc., il faut gérer des choses à très grande vitesse. Mais le problème, c'est que dans certains cas, l'humain lent peut être garanti aussi de sécurité. Par exemple, à force d'aller trop vite et d'abandonner notre sécurité ou notre économie, etc., à des machines qui vont de plus en plus vite, on risquerait de temps à autre un emballement. Et parfois, l'humain peut être un fusible qui, de par sa lenteur, peut sauter pour sauver la société de cet emballement technologique. Donc le tout, en fait, c'est cette prudence de savoir quand utiliser des processus, effectivement, de gestion à grande vitesse et quand il faut réintroduire l'acteur lent, l'acteur qui prend son temps, justement le temps de la réflexion, le temps qui est gage de sécurité. Et aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est cette balance entre la vitesse nécessaire à notre sécurité, par exemple, et la réintroduction de l'acteur lent qui lui-même va permettre une réflexion évitant l'emballement. Vous citiez notamment l'exemple de ce soldat qui est appelé à appuyer sur le bouton. Alors, je ne sais pas si c'est le bouton de l'arme nucléaire, parce que c'est toujours le paroxysme du film d'action, mais voilà, qui va hésiter, alors que tous les voyants sont au vert, et qui va faire l'interface, en fait, qui va être ce temps de réflexion, ce temps nécessaire à la prise de décision, et qui va empêcher le cataclysme, en fait. Oui, et dans certains cas, évidemment, le rapport à l'acteur lent, c'est aussi le rapport aux valeurs. Donc, dans certains cas, ce qui fait la distinction entre la machine et l'homme, c'est que l'homme peut sortir d'un système de règles toutes faites au nom de valeurs et éviter d'agir ou de juger pour sauver l'esprit des règles. Et j'avais été fort frappé d'une réflexion sur le droit. Paul Ricoeur disait le magistrat, c'est celui qui humanise le droit. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui, à certains moments, sort du système de règles pour sauver l'esprit de la règle et pour sauver l'humain. Et la machine ne peut pas faire ça d'une certaine manière. La machine reste dans l'application des règles, mais elle ne comprend pas ses propres règles, et donc elle ne comprend pas quand il faut en sortir créativement pour sauver l'esprit des règles. Vous vouliez peut-être réagir, Thierry Escache. Oui, ça me faisait penser ce que disait le professeur Lambert. Vous savez, cet accident d'avion qu'il y a eu il y a quelques années à La Guardia, et l'avion a décollé, il a perdu ses moteurs au début de poussée, en fait. Et effectivement, là, il n'y avait plus de moteur. Donc, visiblement, et l'avion, en fait, il a fallu que la personne, le pilote, effectivement, il a pris 20 secondes, je crois. Il était calculé, il a pris 20 ou 25 secondes pour prendre la décision. Les ordinateurs lui ont dit de faire quelque chose, mais il ne lui sentait pas complètement possible d'aller jusqu'à JFK, l'autre aéroport de New York. Et au bout du compte, ces 25 secondes de réflexion, il a réussi à déterminer qu'il valait mieux se poser dans East River, qui était à côté. Et la machine ne pouvait pas imaginer qu'elle se posait évidemment sur l'eau. Il y avait plein de choses qui rentraient en l'eau. Oui. Mais il a pris l'humain, là, effectivement, a réussi à corriger. On lui a même reproché ces 25 secondes, parce qu'on a dit, vous vous rendez compte peut-être, mais sauf qu'on ne sait pas du tout si les ordinateurs avaient dit qu'il y arriverait. Mais enfin, bon, là, effectivement, on sait très bien que pour poser un avion, c'est toujours le pilote qui décide au dernier moment. Donc là, on n'est pas sûr. Lui, il a réussi à sauver tout le monde. Il a pris les distances par rapport à la machine. Il a pris ses distances. Ouais. On se souvient effectivement de cette image, absolument. C'est une très belle illustration de la créativité humaine et qui montre aussi combien l'histoire propre de l'humain peut jouer, puisqu'il a fait ce choix en raison de tout son passé de pilote, avec toute son expérience. Et c'est là où on voit que ce qui est important aussi dans la créativité humaine, c'est le fait que l'humain a une histoire propre,
qui va faire justement le caractère singulier de sa créativité. Et ça, la machine n'a pas cette histoire longue ou cette histoire très singulière qui fait le charme de la créativité humaine. La machine n'a pas de mémoire, elle n'a pas d'histoire. Mm-hmm. Oui, et c'est ce qui fait la singularité de l'homme et son intelligence propre. Vous parlez tout à l'heure de la justice. On reproche souvent à la justice, au temps de la justice, d'être très lent, trop lent. Alors ça peut être une question de moyens humains et financiers, on s'en doute, mais il y a une vertu à cette lenteur de la justice, professeur Lambert. Oui, c'est certainement qu'on a, intérêt à utiliser des techniques d'intelligence artificielle dans le droit pour faciliter l'accès aux données, etc. Bon, d'outils d'aide à la décision juridique. Mais certainement qu'à un certain moment, le magistrat et l'homme de droit est irremplaçable parce que, dans le fond, le droit n'est pas seulement l'application de règles, c'est la qualification des faits, donc c'est l'interprétation des faits, mais c'est aussi la justice. Ce n'est pas seulement l'application des règles de droit, mais c'est la compréhension d'un sens profond de la justice. Et à un certain moment, le magistrat, de par son expérience, par tous les petits éléments du contexte juridique, va rendre un jugement prudentiel, ce que, en fait, il y a très longtemps, Aristote, dans l'éthique à Nicomaque, avait bien montré que, dans le fond, l'éthique, mais on pourrait dire aussi le droit, n'est pas seulement une dérivation formelle de règles. L'éthique et le droit ne se pratiquent pas comme la science des théorèmes, si on veut. Il y a quelque chose de l'ordre de la prudence, du jugement, qui tient compte du contexte, qui tient compte des valeurs, etc. Aussi qui fait entrer l'ordre de l'émotion dont on parlait tout à l'heure, et qui est très important, et qui fait partie, je pense, de la créativité, parce qu'on pourrait dire, en droit, y a-t-il une créativité? Mais oui, toute décision profonde, humaine, fait jouer quelque chose de l'ordre de la créativité, puisque c'est quelque chose de l'ordre d'une liberté intelligente, éclairée, et qui, d'une certaine manière, amène un élément nouveau. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence, presque. Ne permet pas. Oui. Mm-hmm. Alors, pour avancer un petit peu dans cette émission, on se posait aussi la question de la nécessité de se retirer pour créer, de ralentir, de faire silence. Est-ce que, Thierry Esquèche, tout ce qui est création demande réflexion? Comment créez-vous? Est-ce que vous vous retirez, vous faites aussi bien physiquement, peut-être dans une forme de retraite, ou alors vous retirez en vous-même, vous coupez tout ce qui peut vous solliciter extérieurement? Vous savez, il y a plusieurs écoles. C'est-à-dire qu'il y a l'école d'un Tchaïkovski qui allait marcher autour de Saint-Pétersbourg pendant 20 km le matin, et donc il était seul. Il y a d'autres compositeurs qui vont être dans l'action. Moi, je suis plus quelqu'un de l'action, de cette manière. C'est en faisant des concerts un peu partout, en faisant des tas d'activités, et en travaillant avec d'autres, avec des gens du jazz, avec plein de gens, et ça me nourrit. Donc, d'une certaine manière, je pense qu'il faut les deux. Il faut effectivement un certain recul avec les événements, avec ce qu'on connaît, et on peut aussi rester dans l'espèce d'activité de tout ce qui fourmille, et le fourmillement de la vie va donner naissance, va nourrir l'œuvre. En fait, il faut un petit peu les deux. Maintenant, c'est vrai que globalement, l'artiste, d'une certaine manière, il va aussi rechercher une certaine lenteur, parce que lenteur, c'est l'épaisseur du temps aussi, l'épaisseur de la durée. Donc il va falloir aussi, il y a la réflexion est une nécessité, et surtout la réflexion à long terme. N'oubliez pas qu'on traite sur des choses, des œuvres, quand un computer commence à écrire, l'œuvre qui va terminer, elle va se terminer 6 mois, 8 mois, quelquefois 1 an ou 2 ans avant, quand c'est un opéra. Donc il va falloir effectivement garder en vue ce but au bout de 2 ans, donc il va falloir tenir sur la distance. Donc c'est ça effectivement ce qui est le plus important dans l'art. Professeur Lambert, est-ce que vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Thierry Esquèche? Oui, tout à fait. Je pense que dans le domaine, par exemple, scientifique, on pourrait penser que les scientifiques sont toujours portés par la vague, toujours connectés, etc. Mais à un certain moment, le scientifique doit se déconnecter
retourner à la réflexion, et c'est dans le silence et dans la réflexion que se forge la création, y compris la création scientifique. Souvent, le fait d'être hyper connecté va faire qu'on va traiter de l'information, mais on ne va plus vraiment créer des choses nouvelles. Et donc, il est extrêmement important d'avoir ce droit à la déconnexion pour pouvoir créer. Thierry Lescache. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que je disais tout à l'heure, et en résonance à ce que dit le professeur Lambert, effectivement, je citais Tchaïkovski dans la forêt, on peut citer des tas d'écrivains qui vont à la montagne écrire, ou Thomas Mann qui écrit, mais on peut aussi, et j'ai connu énormément de jeunes compositeurs, et je crois que j'en fais partie aussi, on peut aussi se déconnecter tout en restant complètement dans la vie quotidienne. Je pense que souvent les musiciens ont cette faculté, on rentre à l'intérieur de soi, et moi par exemple je peux composer dans un bar, je peux composer dans un avion, je peux composer partout, et c'est ce qui est curieux parce qu'effectivement on se dit mais c'est pas possible. Alors tant qu'il n'y a pas de musique, s'il passe de la musique à côté, c'est une catastrophe. Mais après, dès qu'il n'y a pas de musique, on peut me parler, je peux... Et il y a énormément d'artistes que je vois, de jeunes artistes, et c'est ce qui caractérise beaucoup de jeunes compositeurs, ils ont cette faculté à s'intérioriser tout en restant en connexion avec la vie. Ils ne sont pas à la montagne, ils sont dans le métro et autres. Et je pense que c'est intéressant. C'est aussi une figure de l'artiste qui est intéressante. Des connexions tout en restant présent. Alors, pourtant, cette nécessaire lenteur qu'on évoque en ce moment, ce n'est pas tout à fait ce que préconise l'époque moderne, professeur Lambert. Non, bien sûr. On est d'une certaine manière aspiré dans des processus de plus en plus rapides. Et les techniques de communication nous obnubilent d'une certaine manière et nous invitent à faire de plus en plus de tâches. Par exemple, on a vu durant cette pandémie maintenant, les moyens virtuels se sont développés, mais plus on a de moyens virtuels, plus on va les utiliser, plus il y a de réunions, plus on fait les choses vite, et il y a un risque d'être aspiré dans une sorte d'accélération des processus. Et donc, moi je dirais, il faut retrouver une certaine sagesse, savoir à certains moments, disons, sortir de ce flux ultra rapide, pour pouvoir se retrouver soi-même en profondeur et aussi pour pouvoir être soi-même. Parce que quand on est seulement un opérateur qui met des icônes de gauche à droite sur un écran, on ne fait plus quelque chose de véritablement personnel. Et pour faire quelque chose de personnel, il faut se retirer, il faut couper la connexion et peut-être recommencer à penser par soi-même. Et je pense qu'il y a toute une sagesse à retrouver sa durée propre et de temps à autre, disons, quitter ce flux ultra rapide et qui nous est nécessaire par moment, et je l'utilise bien entendu, mais qui risque d'être dangereux s'il nous aspire et nous engloutit. On ne doit pas en être l'esclave. Il y a autre chose qui est très important dans ce temps de la création. C'est quand on a préparé cette émission, où vous me disiez, Dominique Lambert, qu'il fallait prendre le temps de l'émerveillement. L'émerveillement devant la création est essentiel. Et vous dites notamment que la science est aussi le lieu de la découverte de ce cadeau que Dieu nous a fait. Oui, moi je pense que la science est pour moi un des lieux où on peut prendre le temps d'ouvrir le cadeau que Dieu nous a fait, pour regarder ce qu'il y a dedans, pour contempler d'une certaine manière la profondeur du cadeau que Dieu nous a fait. Et c'est quelque chose qu'il faut retrouver, parce qu'aujourd'hui, on assimile souvent les sciences aux technosciences. Et on oublie parfois que la science n'est pas seulement focalisée sur l'utile, sur la maîtrise d'un réel. Mais la science est aussi la théoria, la contemplation gratuite. C'est le fait, souvent, mes étudiants ou les gens demandent « mais pourquoi vos étudiants font-ils de la physique théorique ou des mathématiques abstraites, etc. À quoi ça sert ?» Et souvent, la réponse serait « ah mais parce que ça sert dans telle et telle industrie, etc. » Mais en réalité, on pourrait dire la première fonction de la science est la découverte du réel pour s'en émerveiller. Et si on n'a pas cela,
alors dans le fond, on passe à côté de quelque chose de beau dans les sciences. Et donc peut-être que dans l'enseignement, il faut retrouver cette manière de donner aux jeunes cet enthousiasme devant l'émerveillement gratuit, devant la beauté des mathématiques, devant la beauté de la nature, etc. Est-ce que ça fait écho à ce que vous essayez d'enseigner à vos élèves, Thierry Esquèche? Est-ce que s'émerveiller devant la musique, devant l'œuvre de créativité De toute façon, quand vous contemplez une œuvre, la contemplation esthétique, elle prolonge l'œuvre que vous êtes en train de voir. Donc elle prolonge, tous les philosophes ou Sartre vous le diront. C'est-à-dire une œuvre existe aussi parce qu'elle est contemplée. Et donc, je veux dire, la position d'émerveillement, de contemplation est nécessaire parce que l'œuvre, voilà, elle est aussi reçue. Et donc, il y a une part, et pour celui qui va la recevoir, il va s'investir artistiquement aussi. Déjà, dans le public, c'est une nécessité d'émerveillement. Et pour ceux qui la font comme des élèves des beaux-arts ou du conservatoire, comme je peux avoir, oui. Vous savez, il y a émerveillement. On s'émerveille devant une harmonie, tout à coup, jaillissement aussi. C'est le deuxième terme que je donnerai, j'en avais parlé un petit peu plus tôt dans l'émission. Parce que l'émerveillement, voilà, on va être ébahi par tel ou tel enchaînement harmonique. Et puis le jaillissement, c'est savoir que quelque chose peut survenir et on va profiter de ces jaillissements, d'une idée, de ce geste, de cette espèce de bourrasque, pour la faire fructifier. Et souvent, vous savez, quand on enseigne, quand j'interviens dans la classe au conservatoire, je suis au piano, ils me donnent une idée, je suis en train de corriger leur travail, effectivement, et je me mets à improviser. Et j'improvise ce que j'aurais vu moi, et puis ils sont là en train de regarder ce qui coïncide à ce qu'ils ont pensé, ce qui va plus loin que ce qu'ils ont pensé. Et c'est par cette relation justement d'émerveillement, d'une certaine manière, qui va essayer de puiser quelque chose chez leur professeur pour l'intégrer. Et c'est comme ça que se fait la transmission artistique. Elle se fait avec une part. On est là pour transmettre, et l'art, on transmet quelque chose à ceux qui vont le continuer. Et en même temps, on est là pour transmettre aux étudiants, et on ne peut transformer qu'avec cette part d'émerveillement et de jaillissement. Alors, cette émission s'inscrit dans une série de réflexions sur la pastorale du temps. Et du coup, je m'adresse à tous les deux, puisqu'on arrive quasiment à la fin de cette émission. Comment appliquer toute cette réflexion philosophique sur le temps de la création à la pastorale du temps? Dominique Lambert, est-ce que vous pouvez nous donner des pistes? Peut-être qu'on devrait redécouvrir des lieux où on peut, d'une certaine manière, arrêter de courir et peut-être de se retirer pour un moment, pour à la fois contempler justement la beauté de la création, mais aussi en nous redécouvrir ce lieu d'intériorité, cette voie vers Dieu. Donc je pense que peut-être une des façons donc dans la pastorale de retrouver cette sagesse du temps, c'est de revaloriser ces lieux où les personnes de notre époque peuvent se retrouver face à elles-mêmes et face à Dieu. Il y a dans la grande tradition de l'Église, finalement, cette tradition des retraites, de ce retour au désert pour retrouver le chemin de Dieu. Et aussi, souvent, ça se fait par la découverte, l'émerveillement devant de beaux lieux, l'émerveillement devant la création, dans la liturgie, etc. Et donc, je pense qu'il y a une nécessité de retrouver des lieux où l'on peut s'arrêter pour retrouver un chemin intérieur vers Dieu et aussi un chemin de l'émerveillement de la création vers Dieu. Thierry Esquèche, le temps de la liturgie, j'imagine que vous qui jouez régulièrement pour des messes et des cérémonies religieuses, ça vous dit quelque chose? Ça vous évoque quelque chose? Ça me rappelle que le musicien, en l'occurrence l'organiste ou le compositeur, la personne qui improvise durant ses offices, elle doit déjà apprendre à s'oublier. Parce que ça, je pense que c'est une leçon qu'on peut avoir. C'est ceux qui faisaient des antiennes grégoriennes au Xe, XIe siècle. On ne sait pas forcément qui c'est exactement. Il y avait beaucoup d'œuvres au Moyen-Âge, on ne sait pas qui c'est. On était plus dans la musique, elle raconte quelque chose, mais par contre, ils racontaient quelque chose qui était de l'ordre du cosmos, de l'ordre de leur croyance. Ils n'étaient pas forcément la personne. On ne se mettait pas au centre tout le long de son œuvre. Donc on l'est au centre. Je reste au centre de mon œuvre. Mais quand j'accompagne un office, par exemple à Saint-Étienne-du-Mont, j'essaie de me mettre dans la fonctionnalité
temporalité, j'essaie de coller exactement à la durée, j'essaie de m'oublier, y compris mon propre style quelquefois, je me mets dans le style parce que je dois servir une parole, servir ce qui a été dit avant, je dois contribuer à ce que les gens puissent prier. Et quand on est compositeur, je pense que c'est pareil, il faut un peu s'oublier, se remettre dans un temps long. C'est pour ça d'ailleurs que vous savez, je pense que le grand public connaîtra Arvo Pärt, c'est un des compositeurs contemporains les plus connus. Et pourquoi ? Parce qu'il a fait une musique alors extrêmement contemporaine, extrêmement et puis tout d'un coup il s'est posé des problèmes fondamentaux d'ailleurs dans sa réflexion personnelle au niveau de sa foi. Il a mais complètement changé. Il a fait une musique au contraire où il essaie de retrouver un temps long, une modalité, une œuvre qui pouvait parler, et il s'est mis à écrire des œuvres qui n'avaient du jour au lendemain aucun rapport. Enfin, du jour au lendemain, non, exagère, parce qu'il lui a fait justement le temps de la réflexion, le temps d'introspection, le temps d'aller vers sa foi, et qui en découvrait et autres. Et donc, je pense que c'est un exemple. Ça, moi, je suis loin de son esthétique, donc je peux en parler, parce que je pense que j'en suis assez loin. Mais il nous pose effectivement la question, s'oublier un petit peu, pour se remettre déjà dans quelque chose de fonctionnel quand on sert un office comme moi et comme beaucoup d'autres, mais aussi pour arriver à faire une œuvre qui puisse reprendre la main, reprendre des thèmes qui se sont faits au Moyen-Âge, qui se sont faits à l'époque classique, qui se sont faits, et pouvoir d'une certaine manière, parce que pour moi le compositeur c'est un passeur, on va prendre quelque chose qui existe, un héritage commun, on va le transformer et on va le donner pour l'après, d'une certaine manière. Et donc, on va faire passer ce message qui a été fait par Jean-Sébastien Bach, par plein de gens, et on va le faire passer à d'autres. Et je pense que ça, c'est une manière de se remettre aussi la création dans la pastorale. On ne crée pas jamais à partir de rien. Seul Dieu a créé ex nihilo. Nous partons toujours de quelque chose. C'est la grande différence. Et je pense que c'est là où l'artiste devient un démiurge. Et là que moi, j'ai des points de désaccord sur certains passages de la musique contemporaine qui a quelquefois été complètement déconnecté de la réalité, de ce qui était passé avant, parce que ce n'est pas possible, ce n'est pas souhaitable, ce n'est pas possible. On peut faire du nouveau, c'est-à-dire faire du nouveau, mais ce n'est pas pour le principe de faire du nouveau. La nouveauté n'a pas d'intérêt en elle-même. Elle a d'intérêt que parce qu'il y a une transformation du propos et qu'on va comme ça tendre la perche, d'une certaine manière, à ceux qui vont suivre pour continuer. Évidemment, on va tous interpréter le passé, ce qui est normal, c'est très bien. Donc on ne peut pas faire ex nihilo. On transforme, vous savez, si vous prenez les auteurs, Ravel, il vient de Josquin-des-Prés qui s'est transformé par Berlioz, qui est transformé, et puis moi je poursuis les auteurs comme ça, et puis d'autres vont nous poursuivre. Et c'est ça qui est passionnant. Dominique Lambert, Thierry Scaggi parlait d'humilité et de retrouver le temps long. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, avec cette nécessité ? Oui, bien sûr. Retrouver le rythme profond de l'humain et retrouver cette humilité de l'humain qui s'abandonne à son rythme plutôt que d'une certaine manière de vouloir forger par soi-même un monde fermé. Je crois qu'il faut retrouver le chemin du silence, de la durée profondément intérieure, qui va juste d'une certaine manière faire quelque chose de neuf en brisant les cercles dans lesquels on se serait enfermé. Donc moi je crois que retrouver effectivement il faut retrouver une certaine lenteur propre au rythme de l'homme. De temps à autre, il ne faut pas avoir peur de cette lenteur, parce que c'est dans cette lenteur que l'on va trouver de belles choses. En tout cas, il n'y a pas d'émerveillement et de création sans, d'une certaine manière, s'arrêter. Il faut d'abord s'arrêter, et puis, d'une certaine manière, on pourra faire quelque chose de nouveau. Est-ce que vous êtes confiant ? Parce que j'entends ce que vous dites tous les deux, et ce que vous essayez de mettre en pratique, mais dans le monde moderne dans lequel nous vivons, c'est quand même pas le discours ambiant. Est-ce que, professeur, vous êtes confiant ? Vous pensez qu'un jour ou l'autre, on va enfin s'arrêter de courir et prendre ce temps nécessaire de la réflexion ? Mais moi, je vis dans l'espérance. Donc, j'ai une certaine confiance qui est basée sur ma foi, en disant... dans le fond, à partir du moment où je n'aurai pas perdu le sens, où on n'aura pas perdu le sens de la transcendance,
alors on pourra utiliser toute une série de choses qui vont vite, qui sont performantes, etc., parce qu'on n'aura pas perdu la finalité, le sens. Je crois que j'ai confiance parce que j'essaie de garder le sens de la finalité. Si on l'a perdu, alors effectivement, ce serait la catastrophe. Voilà, donc moi je reste quand même dans la confiance. Rapidement, oui, c'est pareil. Moi, je suis dans la confiance. Je pense même que je suis dans un regard un peu cyclique du temps. Donc, effectivement, maintenant, quand on fait une chanson, quand on fait une œuvre d'art, on va te dire « Oh là là, il ne faut pas dépasser 2 minutes parce que les gens vont donner effectivement j'aime, j'aime pas sur les réseaux sociaux rapidement. » Donc, c'est vrai qu'en ce moment, on est à la mauvaise période. Mais je crois vraiment qu'il y aura des cycles dans l'histoire et qu'on retrouvera, on pourra refaire des pièces peut-être plus longues parce que les gens ont toujours un besoin, un moment de retrouver autre chose. Quand on aura fini de faire des petites cellules de 1 minute, 2 minutes et puis on dit j'aime, j'aime pas, je pense qu'on retrouvera effectivement, peut-être dans 40 ans, je ne sais pas. Mais je crois vraiment qu'il y aura des cycles. Ouais, j'ai l'impression que ce mouvement est amorcé dès à présent voilà, dans beaucoup de domaines. Merci vraiment à tous les deux d'avoir tous les deux apporté cet éclairage, chacun dans votre spécialité, sur ce temps de la création. Je vous rappelle que cette thématique est englobée dans la thématique du temps des hommes, temps de Dieu pour une pastorale du temps. C'est également un livre voilà, qui a été publié le 25 février dernier aux éditions Parole et Silence, sous la direction de Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, et du père Philippe Cabal-Dumont. Vous pouvez retrouver ce livre en librairie et puis vous pourrez retrouver évidemment l'ensemble de ces émissions sur ktotv.com. Merci à tous, à bientôt.